Il y a des matins où tu t'éveilles et tu restes immobile, pas parce que tu es fatigué au sens ordinaire du terme, pas parce que ton corps refuse de se lever. C'est autre chose. C'est une forme d'hésitation qui vient de plus loin, de plus profond. Comme si une partie de toi regardait le plafond et demandait silencieusement « À quoi bon ?» Non pas avec désespoir, pas avec violence, mais avec une lucidité troublante, presque froide, qui te fait observer ta propre vie de l'extérieur, comme si tu étais un spectateur assis dans une salle vide, regardant une pièce de théâtre dont tu connais déjà toutes les répliques par cœur. Ce n'est pas la dépression telle que tu te l'imagines, ce n'est pas les larmes, ni l'incapacité à sortir du lit, ni la nuit permanente. C'est plus subtil que ça. C'est le sentiment que le monde continue de tourner à son rythme habituel, que les gens autour de toi parlent, planifient, s'enthousiasment, courent après des choses, et toi tu les regardes avec une distance étrange, comme derrière une vitre. Tu entends leur voix, tu comprends leurs mots, mais quelque chose en toi ne répond plus avec la même urgence qu'avant. Les choses qui t'excitaient ne t'excitent plus vraiment, pas parce que tu es triste, mais parce que tu les vois différemment maintenant, et cette différence, personne ne te l'a expliquée. Personne ne t'a dit que ça pouvait arriver. Alors tu restes là, dans ce silence particulier, et tu commences à te demander si quelque chose ne va pas avec toi. Tu te demandes si tu es en train de devenir quelqu'un d'autre, et pas forcément quelqu'un de mieux. Tu regardes les personnes autour de toi qui semblent trouver de la joie dans les mêmes endroits qu'avant. Une soirée, un projet, un voyage, une bonne nouvelle, et toi tu es là, présent en apparence, souriant peut-être par habitude, mais intérieurement tu ressens une sorte de vide tranquille, une absence de résonance. Comme si on avait coupé le volume de quelque chose en toi sans te demander la permission. Et ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que tu n'arrives pas à t'expliquer pourquoi. Tu n'as pas vécu de catastrophe. Ta vie n'est pas brisée. Il ne s'est rien passé de dramatique. Mais quelque chose a changé quand même. Et tu ne sais pas si c'est toi qui as changé, ou si c'est le monde qui t'est apparu autrement, ou si les deux ont changé en même temps, secrètement, pendant que tu dormais. Richard Feynman, l'un des physiciens les plus brillants du XXe siècle, disait une chose qui semble déplacée au premier abord, mais qui commence à résonner différemment quand on la laisse reposer. Il disait qu'il n'avait pas peur de ne pas savoir, que l'incertitude n'était pas un ennemi, mais le point de départ de toute pensée honnête, que les gens qui prétendent avoir toutes les réponses sont généralement ceux qui ont arrêté de regarder vraiment. Ce que Feynman cherchait, ce n'était pas la certitude, c'était la clarté. Et la clarté, il l'avait compris, ne ressemble pas à une lumière aveuglante. Elle ressemble plutôt à un matin sans brouillard, calme, net, un peu froid, mais réel. Ce que tu vis en ce moment, cette hésitation dans le corps, ce plafond que tu fixes sans raison apparente, cette distance que tu ressens vis-à-vis de choses qui te semblaient importantes, ce n'est peut-être pas ce que tu crois. Ce n'est peut-être pas une dégradation. Ce n'est peut-être pas la preuve que tu es cassé ou déprimé ou froid, ou cynique, ou incapable de ressentir. Il y a une autre possibilité, une possibilité plus difficile à accepter, parce qu'elle ne se présente pas comme un soulagement immédiat, mais qui mérite qu'on s'y arrête. Ce que tu vis ressemble très précisément à ce qui arrive quand quelqu'un commence à voir, pas à voir plus de choses, à voir différemment les choses qui sont déjà là. Il y a une peur que beaucoup de gens portent en silence, une peur qu'ils n'avouent pas facilement parce qu'elle semble indécente ou incompréhensible pour ceux qui ne la vivent pas. C'est la peur d'être devenu froid, la peur de ne plus vraiment ressentir, la peur que quelque chose se soit éteint à l'intérieur, pas à cause d'un événement précis, mais progressivement, insidieusement, comme une flamme qui baisse sans qu'on ait remarqué à quel moment exactement elle a commencé à baisser. Et le pire dans cette peur, c'est qu'elle ne se présente pas toujours comme une souffrance, elle se présente comme une absence. Et l'absence est plus difficile à nommer que la douleur. Tu te regardes interagir avec les autres et tu te demandes si tu simules. Pas consciemment, pas dans une intention de tromper. Mais tu remarques que tu joues le jeu social avec une mécanique légèrement automatique, que tu réponds aux questions, que tu ris quand c'est approprié, que tu fais les gestes qu'on attend de toi, mais que quelque chose dedans observe tout ça avec une sorte de détachement discret. Et tu te demandes si c'est normal. Tu te demandes si les autres vivent la même chose et font simplement semblant de ne pas la vivre. La voix intérieure qui accompagne tout ça n'est pas toujours bienveillante. Elle a ses formules, ses accusations, ses petits procès nocturnes. Elle dit que tu es peut-être égoïste, que tu n'apprécies pas ce que tu as, que les autres te donnent de l'amour,
et que toi tu reçois cet amour avec une sorte d'indifférence polie, qui n'est pas vraiment de l'indifférence, mais qui y ressemble de l'extérieur. Elle dit que tu es ingrat, ou arrogant, ou trop dans ta tête. Et peut-être qu'elle a raison sur certains points, mais peut-être qu'elle a aussi complètement tort sur l'essentiel. Parce qu'il y a quelque chose que cette voix ne considère pas, quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on ne trouve pas dans les manuels de psychologie populaire. Cette chose, c'est la possibilité que le vide que tu ressens ne soit pas un symptôme d'une maladie, mais le symptôme d'une lucidité, que ce que tu vis ne soit pas une panne, mais une transition, que ton système intérieur soit en train de changer de régime, comme un moteur qui passe d'un mode à un autre, et que ce passage produise nécessairement un moment de silence, de flottement, d'entre-deux inconfortable. Feynman avait une façon de parler de la physique qui était profondément honnête. Il refusait de faire semblant de comprendre ce qu'il ne comprenait pas encore. Il disait que la première étape de la vraie compréhension, c'est d'accepter qu'on ne comprend pas, et que cette acceptation n'est pas un aveu d'échec. C'est une forme de courage intellectuel, parce que la plupart des gens préfèrent avoir une mauvaise réponse plutôt que de rester dans la question. Rester dans la question est inconfortable, mais c'est de là que vient toute pensée réelle. Ce que tu traverses, c'est peut-être exactement ça. Tu restes dans la question, et la question est inconfortable. Et ton cerveau, qui a été entraîné toute sa vie à chercher des réponses rapides, à trouver des solutions, ne sait pas quoi faire d'une question qui ne veut pas se résoudre. Alors il interprète cette zone d'inconfort comme un problème. Il dit « quelque chose ne va pas ». Il cherche un coupable. Et souvent le coupable le plus accessible, c'est toi. Mais ce qui se passe réellement est beaucoup plus intéressant que ce récit d'une panne ou d'un échec. Imagine que pendant des années, tu aies vécu dans une maison dont tu connais tous les couloirs par cœur. Tu sais exactement où est chaque meuble, chaque lumière, chaque porte. Tu navigues dans cette maison les yeux fermés, sans jamais te cogner, sans jamais te perdre. Et cette familiarité, pendant longtemps, tu l'as prise pour de la liberté, parce que tu te sentais en contrôle, parce que tu savais où tu allais. Et puis un jour, quelque chose change dans la façon dont tu vois la maison. Pas la maison elle-même, mais ta façon de la voir. Tu commences à remarquer des choses que tu n'avais jamais remarquées avant. La façon dont la lumière entre par les fenêtres à certaines heures. La façon dont certains couloirs te semblent plus étroits que tu ne le croyais. La façon dont certaines pièces, que tu traversais sans jamais vraiment t'y arrêter, ont peut-être quelque chose à dire si seulement tu prenais le temps de t'y asseoir. Et cette nouvelle façon de voir te rend moins efficace dans tes déplacements habituels. Tu hésites devant une porte que tu ouvrais autrefois sans réfléchir. Et si quelqu'un te regardait de l'extérieur, il dirait que tu as régressé, que quelque chose s'est cassé. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tu as arrêté de naviguer sur pilote automatique. Et naviguer consciemment est plus lent, plus maladroit, moins efficace à court terme, mais infiniment plus réel. Le vide que tu ressens, cette absence de résonance face à des choses qui t'enthousiasment moins qu'avant, c'est souvent le résultat direct de cette transition. Quand on vit longtemps sur pilote automatique, on finit par confondre le stimulus avec la joie. On prend l'agitation pour de la vitalité, on prend la distraction pour de l'engagement, on prend la réactivité automatique pour de l'amour, et ces confusions, pendant longtemps, fonctionnent. Elles produisent des sensations, elles remplissent le temps, elles donnent l'impression d'être vivant. Mais à un certain moment, et personne ne peut dire exactement pourquoi ce moment arrive, ni quand, ni comment, quelque chose dans l'organisme commence à voir à travers le mécanisme, comme si un rideau s'était légèrement décalé et qu'on apercevait maintenant les coulisses du théâtre, les décors en carton, les fils qui font bouger les marionnettes. Et cette vision, même partielle, même floue, change tout, parce qu'on ne peut pas vraiment revenir à la même qualité de croyance naïve après avoir vu les coulisses. On peut faire semblant, mais quelque chose résiste, quelque chose dans le regard a changé de posture. C'est ça le vrai sens du désintérêt que tu ressens. Ce n'est pas une perte de vitalité, c'est une perte d'illusion. Et perdre une illusion n'est jamais neutre. Ça fait l'effet d'une perte réelle parce que l'illusion occupait de l'espace. Elle donnait de la couleur aux choses. Et quand elle part, l'espace qu'elle occupait devient visible, et cet espace ressemble à un vide. Mais ce n'est pas un vide. C'est un espace qui était simplement occupé par quelque chose qui n'était pas vraiment là. Il y a une métaphore que beaucoup utilisent, Mond, pour décrire ce passage, et qui reste utile si on la regarde de près. C'est la métaphore du serpent qui change de peau. Le serpent ne choisit pas de changer de peau.
Son organisme le fait pour lui, au moment où l'ancienne peau est devenue trop étroite, où elle l'empêche de grandir. Et pendant la période de mue, le serpent est vulnérable. Il voit moins bien, il se déplace moins facilement, il n'est plus protégé par l'ancienne peau et la nouvelle n'est pas encore formée. C'est un moment de fragilité réelle, de ralentissement obligatoire, d'exposition. Ce ralentissement que tu vis, cette réticence à te lever le matin avec l'enthousiasme mécanique d'avant, cette hésitation face à des activités qui te semblaient naturelles et évidentes, c'est peut-être la texture exacte de ta mue. Ce n'est pas une pause que tu as choisie, c'est une pause que quelque chose en toi a rendue nécessaire. Et le corps a souvent une intelligence que la volonté n'a pas. Le corps sait qu'on ne change pas de mode d'existence à toute vitesse, que certains passages demandent de l'immobilité, que l'immobilité n'est pas synonyme d'absence de mouvement, mais parfois le mouvement le plus important qui soit. Feynman, au milieu de sa carrière brillante, a traversé une période de blocage complet. Après avoir contribué à l'un des projets scientifiques les plus importants du XXe siècle, il s'est retrouvé face à une forme de vide intellectuel et émotionnel qui l'a profondément perturbé. Il ne trouvait plus de sens à travailler. La physique lui semblait soudainement creuse, mécanique, sans vie. Et lui, l'homme du jeu, de la curiosité, de l'enthousiasme débordant pour presque tout, se retrouvait à regarder les problèmes devant lui sans ressentir l'ancienne étincelle. Ce qu'il a fait n'était pas de consulter quelqu'un pour retrouver sa motivation. Ce qu'il a fait, c'est de décider que la physique pouvait être un jeu, pas une obligation. Il a décidé de ne travailler que sur des choses qui l'amusaient vraiment, sans se soucier de leur importance ou de leur utilité. Et c'est dans cet état d'esprit presque enfantin que lui sont venues certaines de ses intuitions les plus importantes. Le vide n'était pas la fin de sa créativité, il était la condition de sa renaissance créative. Mais il faut être prudent ici, très prudent, parce qu'il y a un glissement possible dans ce type d'expérience, un glissement qui peut arriver insidieusement et qui est peut-être l'un des pièges les plus dangereux de ce passage particulier. Et ce piège, il vaut mieux le nommer clairement maintenant, avant qu'il ait le temps de s'installer. Quand on commence à voir différemment, quand le rideau s'est décalé et qu'on a aperçu les coulisses, il y a une tentation subtile qui arrive. Pas la tentation évidente de l'arrogance, pas la grande déclaration de supériorité. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus discret. C'est une légère dureté qui commence à se former dans le regard. Une façon de regarder les gens qui courent encore avec leurs anciennes cartes et de les voir comme moins conscients, moins loin dans leur chemin. C'est une distance qui ne se nomme pas toujours, mais qui se ressent dans la façon dont on parle, dans la façon dont on écoute ou dont on fait semblant d'écouter, dans la façon dont on juge sans en avoir l'air. Et cette dureté est exactement l'inverse de ce que ce passage est censé produire, parce que voir différemment n'est pas la même chose que voir mieux. Et traverser une période de lucidité n'est pas la même chose qu'avoir raison sur tout le reste. Les gens qui courent encore après les mêmes choses, avec le même enthousiasme qu'avant, ne sont pas inférieurs à toi. Ils vivent là où ils en sont. Tout comme toi, tu vis là où tu en es. Et là où tu en es n'est pas un sommet, c'est simplement un autre point de vue, qui a ses propres angles morts, qui a ses propres illusions, peut-être juste différentes de celles d'avant. Feynman méprisait ce qu'il appelait le savoir de prestige, le savoir qu'on affiche pour impressionner, pour signaler son appartenance à une classe de personnes éclairées. Pour lui, ce type de savoir était une forme de pollution intellectuelle. Il préférait l'ignorance honnête à l'érudition performative, et il n'avait aucune patience pour ceux qui utilisaient les idées complexes comme des accessoires d'identité plutôt que comme des outils de compréhension réelle. Ce que tu traverses ne te rend pas meilleur, ça te rend différent de ce que tu étais. Et différent dans ce contexte ne veut pas dire supérieur. Ça veut dire que les anciennes formes de satisfaction ne fonctionnent plus de la même façon et que les nouvelles ne sont pas encore clairement définies. Et dans cet entre-deux, le risque est de combler le vide par une identité spirituelle, une identité de celui qui a compris, de celui qui voit, de celui qui n'est plus dupe. Et cette identité est une illusion comme les autres, peut-être même plus difficile à défaire parce qu'elle a la forme de la lucidité. La vraie lucidité, celle qui mérite ce nom, est modeste. Elle doute d'elle-même. Elle sait qu'elle a des limites. Elle sait qu'elle voit mieux certaines choses et moins bien d'autres. Elle sait que le fait d'avoir traversé quelque chose ne la protège pas automatiquement de la prochaine illusion. Et elle sait, surtout, que les autres ont des expériences et des intelligences qu'elle n'a pas, et que la complexité du vivant
dépasse toujours la portée d'un seul regard, même plus exercé qu'avant. Il y a une forme particulière de solitude dans ce que tu vis, et elle mérite qu'on s'y attarde un peu. Ce n'est pas la solitude de l'isolement physique, ce n'est pas non plus la solitude de quelqu'un qui n'a personne autour de lui. C'est la solitude de quelqu'un qui est entouré de gens qui parlent une langue qu'il comprend encore parfaitement, mais avec qui il a l'impression de ne plus partager exactement le même monde intérieur. Une solitude de fréquence, pas de présence. Tu es en train de changer de mode intérieur, et les connexions qui fonctionnaient dans l'ancien mode ne fonctionnent pas encore de la même façon dans le nouveau. Ce n'est pas une rupture, c'est un réajustement. Il y a des relations qui survivront à ce réajustement. Il y en a peut-être qui ne survivront pas parce qu'elles étaient mauvaises ou fausses, mais parce qu'elles étaient construites autour d'un mode de fonctionnement qui est en train de se modifier. Et il y en a peut-être de nouvelles qui se formeront, lentement, autour de quelque chose de plus proche de ce que tu es en train de devenir. Mais ce processus est lent. Et pendant la période de transition, la solitude est souvent inévitable, non pas comme une punition, mais comme un espace, comme le silence entre deux notes, qui n'est pas une absence de musique, mais une partie de la musique elle-même. Ce silence intérieur que tu vis, cette incapacité à t'enthousiasmer pour les mêmes stimuli qu'avant, ne le combat pas trop vite, ne le remplis pas trop vite, parce que ce silence a quelque chose à te dire. Il n'est peut-être pas encore prêt à te le dire clairement, mais si tu le remplis immédiatement de bruit, de distraction, d'activités compensatoires, tu ne l'entendras jamais. Et ce que ce silence essaie de te dire, c'est probablement quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus profond que tu ne le crois. Ce n'est probablement pas une grande révélation cosmique. C'est peut-être simplement la forme de ce que tu veux vraiment. Pas ce qu'on t'a dit de vouloir, pas ce que le monde autour de toi valorise et applaudit, ce que tu veux vraiment, dans le sens le plus simple et le plus honnête du terme. Ce qui, quand tu le fais ou quand tu le vis, produit quelque chose de différent d'une excitation, quelque chose de plus calme, de plus stable, de plus durable, quelque chose qui ne se dissipe pas en quelques heures pour te laisser vide et affamé d'autre chose. Feynman disait qu'il ne faisait de la physique que parce que ça lui faisait du bien, pas du bien au sens d'une euphorie permanente, mais du bien au sens d'une justesse, comme lorsqu'une pièce de puzzle s'emboîte exactement là où elle doit être. Ce sentiment de justesse, cette sensation tranquille d'être à sa place dans ce qu'on fait, n'est pas spectaculaire. Il ne ressemble pas à la fièvre des grandes émotions. Il ressemble plutôt à une respiration régulière, à un fond stable sur lequel tout le reste peut reposer. Et c'est peut-être ça, finalement, le sens le plus honnête de tout ce que tu traverses. Pas une catastrophe, pas une révélation, pas un effondrement, ni un éveil spectaculaire. Simplement une recalibration progressive vers quelque chose de plus vrai. Un réajustement long, inconfortable, souvent solitaire, de ta façon d'être en relation avec toi-même et avec le monde. Un processus qui ne demande pas à être célébré ou analysé ou accéléré, qui demande surtout à être traversé avec patience et avec une certaine forme de confiance, non pas dans un résultat garanti, mais dans le processus lui-même. Dans le fait que ce mouvement, aussi étrange et inconfortable qu'il soit, va quelque part. Ce que tu perds dans ce passage, c'est une certaine forme de légèreté naïve, l'enthousiasme non questionné, la capacité à te laisser emporter sans distance par des choses qui, maintenant que tu les regardes autrement, semblent un peu moins solides qu'avant. Et cette perte est réelle. Il ne sert à rien de la minimiser ou de la déguiser en gain immédiat. C'est une perte. Et elle mérite d'être reconnue comme telle, avec honnêteté, sans le réflexe de la transformer immédiatement en quelque chose de positif. Mais ce que tu peux trouver à l'autre bout de ce passage, et cet autre bout n'a pas de date précise, ne s'annonce pas, arrive souvent quand on a arrêté de l'attendre, c'est quelque chose de différent. Pas de la joie comme tu la connaissais avant, vive et fugace. Quelque chose de plus proche du contentement. Une relation aux choses qui ne dépend pas de leur intensité pour être réelle. Une façon d'être présent qui ne nécessite pas de performance, pas de bruit, pas de stimulation constante pour se sentir justifié. Ce que certains appellent bonheur dans cet état ressemble beaucoup moins à un événement et beaucoup plus à un fond. Comme une basse continue dans une pièce musicale, tu ne l'entends peut-être pas toujours distinctement, mais si tu la retires, tu sens immédiatement que quelque chose manque. Ce type de bonheur n'est pas photogénique. Il ne produit pas de moments forts qu'on peut facilement raconter. Il ne ressemble pas aux images qu'on associe habituellement à l'épanouissement ou à la réussite. Mais il a une qualité particulière de durabilité, de fidélité à lui-même,
qui contraste profondément avec les pics émotionnels d'avant. Feynman est mort en sachant qu'il ne saurait jamais tout ce qu'il voulait savoir. La physique est immense, et une vie humaine est courte, et la vérité ne se livre jamais complètement à personne. Et pourtant, jusqu'à la fin, il trouvait de la beauté dans les questions, pas dans les réponses, pas dans le fait d'avoir résolu, compris, conclu, dans la qualité de l'attention qu'il portait aux choses, dans le fait d'être vraiment là, vraiment curieux, vraiment présent à ce qui se passait devant lui, même quand ce qui se passait n'avait pas encore de nom. Ce plafond que tu fixes le matin, cette hésitation dans le corps, ce vide tranquille qui occupe parfois toute la place, regarde-les autrement si tu le peux, pas comme des symptômes, pas comme des preuves d'un problème à résoudre, mais comme des signaux d'une attention qui se déplace, d'un regard qui cherche quelque chose de plus réel que ce qu'il a toujours regardé, d'une conscience qui, à sa façon maladroite et silencieuse, essaie de se réorienter vers quelque chose qui mérite d'être vécu vraiment. Tu n'es pas cassé, tu es en train de changer de peau, et changer de peau prend du temps. Et pendant ce temps, il est normal de rester immobile. Il est normal de ne pas avoir d'énergie pour les mêmes choses. Il est normal de regarder le plafond un peu plus longtemps que d'habitude. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le rythme exact de ce que tu traverses. Et il n'y a rien à faire avec ça sinon le traverser, avec honnêteté, avec patience, et avec cette infime mais persistante ouverture à la possibilité que l'autre côté de ce passage ressemble à quelque chose que tu n'as pas encore de mots pour décrire, mais que ton corps, quelque part, connaît déjà.